Le Cameroun est désormais le berceau des pratiques occultes et rituels sataniques. Pour espérer prospérer et avoir une place prépondérante, il faut adhérer à l'un des réseaux en vigueur. C'est le cas d'Émile Parfait Saint, qui a dû faire plusieurs sacrifices pour se hisser au sommet en l'espace de 5 ans seulement d'activité. Juste parce qu'il a bénéficié du réseau de Ferdinand Gongo. Dans des révélations exclusives, que Info du Monde vous propose de découvrir en intégralité. La mère de ce dernier nous dévoile les pratiques que son fils Émile a dû faire pour satisfaire le réseau et faire prospérer ses activités. En outre, elle nous parle de la clinique construite par son fils en pleine forêt, où on sacrifiait les enfants enlevés. Ces révélations vont changer votre façon de voir le business Vieux-Plimal, qui a arnaqué plus de 300 000 familles. Il y a plus d'un an, aujourd'hui, à Rebourg, je reçois un coup de fil. Ça me dérange un peu d'en parler, mais je suis obligé de vous donner ces détails sans trop rentrer dans le fond des choses pour ne pas mettre en danger les personnes qui sont des témoins clés. Donc je reçois un coup de fil. C'était, je crois, la période de juillet ou août, ouais, juillet-août 2022, je crois, par là. Je reçois un coup de fil et c'est une femme qui me parle en bassa au téléphone. Elle me dit, oui, mon fils, bonjour, vous ne me connaissez pas, mais je m'appelle Joséphine, je suis la mère de Émile Parfait Simba et je souhaite vous parler. Je souhaite vous rencontrer, j'ai eu vent de votre arrivée dans les activités de mon fils et j'aimerais m'entretenir avec vous, sauf que je ne peux pas le faire de manière officielle, je voudrais qu'on se voit de manière discrète. Alors, ce que je vous raconte là, je n'ai raconté ça, à ce jour, je n'ai en parlé à personne. Vous êtes les premiers qui vont être au courant de cette affaire. Et donc, moi, j'ai été éduqué au respect des parents, à plus forte raison des mamans. Donc, une maman comme celle-là qui m'appelle et m'a entretenu en bassa. Donc, vraiment, je voudrais vous voir, je voudrais qu'on se rencontre. Donc on a pris un rendez-vous, nous n'étions pas deux, il y avait une troisième personne, mais je ne peux pas donner le lieu du rendez-vous pour ne pas envoyer les tueurs d'Émile Parfait Simba, en tout cas les tueurs de la pieuvre vers cette personne. Bon, la maman, malheureusement, elle est décédée en 2022, donc elle n'est plus de ce monde. Bon, elle m'a fait un certain nombre de confidences, mais on va rester dans le cadre de l'affaire de Odette, la clinique Odette Vieux-Plimal. Donc on s'est vu, c'était un samedi, elle m'a donné le rendez-vous, je connaissais pas très bien la ville, je connais pas bien la ville de Douala, mais en m'indiquant, j'ai pu me retrouver et je me suis rendu compte qu'en fait elle m'avait donné rendez-vous chez une autre personne par souci de discrétion. Cette personne apparemment était en très grande relation de complicité ou, enfin pas complicité, mais de confiance, voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser. Complicité, ça fait un peu connoté. Donc, c'était une personne de confiance. Donc, elle me voit, elle me dit, oui, bonjour, j'ai entendu parler de toi. Et vraiment, je suis désolé de t'appeler, je m'excuse même pour la manière dont tu vas recevoir ce que je vais te dire, mais des informations que mes autres enfants me rapportent, tu es quelqu'un qui a une influence positive sur mon fils Émile. Et j'ai voulu te voir pour ça, parce que je suis une maman, je sais lire à distance et je sais entendre ce qu'il m'est dit. Donc je veux te parler parce que ton petit frère, elle est allée tout de suite, hein, ton petit frère, il est entré, elle a utilisé une expression en bassa, en diop machil. Il est entré dans le sang, dans les affaires de sang, il est entré dans les affaires de tuerie. Donc en diop machil, à Emanola. Ça, c'est les mots qu'elle a utilisés. Et mais je n'arrive pas, toutes les fois que j'essaye de lui parler, eh ben, il réagit par la colère et tout, donc il ne me laisse pas le temps d'essayer de lui parler. Et je vois que tu as plutôt une bonne influence sur lui de ce que mes enfants me rapportent, et puis les gens qui travaillent là-bas dans ces activités. Donc vraiment, je fais appel à toi, mais je veux que ce soit discret de toi à moi, que tu saches comment, en grande personne, tu peux veiller sur lui, parce que j'ai l'impression que sa nouvelle alliance avec les forces d'argent est en train de le perdre. Donc voilà ce qu'elle me dit, cette femme. Et au moment où elle me parle, il y avait donc une deuxième personne, donc une troisième personne. On n'était pas deux, on était elle, moi et cette troisième personne, qui était aussi une femme d'un certain âge.
Donc, je vois que la femme est un tout petit peu gênée et je sens qu'elle a envie de m'en dire beaucoup, mais qu'elle est comme arrêtée par quelque chose. Bon, bref, voilà le message qu'elle m'a passé ce jour. Mon fils est entré dans des histoires de sang, dans des histoires de tuerie. Ça me désole, je ne parviens pas à lui parler parce qu'à peine je commence à vouloir lui parler, il a tendance à s'emporter, il est devenu colérique. Voilà le mot qu'elle a utilisé. Bon. Je dis ok maman, merci pour la confiance qui est placée en moi et je vais essayer de voir de mon mieux, bien que je n'ai pas toute l'information, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui est dans des sentiers tordus. Donc si je constate quelque chose, évidemment je ferai mon travail d'aîné pour le ramener sur le droit chemin. Donc on s'est quitté. Et j'ai entretenu avec cette femme un bon bout de temps, jusqu'avant qu'elle ne meure, une relation discrète. Donc même son fils apprendra ça aujourd'hui. Elle m'appelait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'avait une espèce de considération, de respect pour la personne que j'étais. Je n'ai jamais expliqué le pourquoi. Alors, vous savez que depuis que je suis rentré dans le régime de dire les choses qui se passent dans notre pays, je reçois beaucoup d'appels, parce que tout ce que vous m'entendez diffuser comme éléments de preuve ne sont pas toujours des éléments à la base que je détenais. Il y en a que je détenais, il y en a pour lesquels je suis appelé. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire « ouais, il y a telle chose et tout, et puis qui nourrissent le travail qui est en train d'être fait, qui est de dire que dans notre pays, on doit arrêter avec ces mafias, quoi. Ces mafias qui mettent tout le monde au pas, qui tuent des gens, et qui endeuillent les familles, qui appauvrissent certains. Donc aujourd'hui, c'est un combat dont beaucoup de gens se sont appropriés. Ce n'est pas juste mon affaire tout seul. Donc je reçois pas mal de messages, je reçois des fichiers, je reçois des éléments. Aujourd'hui, il y a toute une banque, c'est-à-dire qu'on a de quoi travailler jusqu'à l'année prochaine. Bon, donc il y a très exactement une semaine, je crois que c'était vendredi de la semaine dernière, je reçois un appel, et l'appel vient de qui? Il vient de la dame qui avait assisté à notre rencontre, en tout cas la dame chez qui nous avons fait cette rencontre-là, avec la maman de la feu-mère d'Émile Parfait-Simple. Bon, il faut savoir que je lui ai rendu à cette maman cet amour spontané et cette considération qu'elle m'a portée. Quand elle est décédée, je me suis beaucoup impliqué dans ses obsèques. Aujourd'hui, Sim découvrira pourquoi, parce qu'en réalité, j'avais une relation secrète avec elle, donc relation de fils et de mère, m'avait fait confiance donc j'ai été particulièrement éprouvé par le décès de cette femme, d'où mon implication. Ça n'avait pas quelque chose à voir avec les liens avec Sim, c'était un truc personnel avec cette femme. Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, des obsèques. J'ai pensé à l'époque toute une émission que j'appelais Culture et Tradition, sur les traditions africaines et tout, qui a été dédiée aux obsèques de cette femme-là. Vous verrez, avec un gros déploiement des équipes, plus d'une vingtaine de personnes qui sont allées tourner cette émission là-bas, dans le village. En fait, c'était ma façon à moi de rendre hommage à cette femme-là qui m'a pris en sympathie et qui m'a pris en fraternité. Donc je reçois il y a une semaine un appel d'une femme et elle se présente, elle me dit qu'elle est la femme qui a été, avec qui on s'est vu, donc la maman de Simbe et moi. Et elle me dit, bon, elle veut me parler parce qu'elle suit ce que je fais depuis quelque temps, qu'elle est très triste, mais qu'elle n'est pas très étonnée parce que elle a beaucoup échangé avec la maman de Simbe avant que cette dernière ne meure. Elle lui parlait beaucoup et elle lui a révélé pas mal de choses. Et c'est comme ça que cette femme m'informe que la fameuse clinique Odette Lieb Limal, qui est à Bom-Mabom, construite dans la forêt là-bas, qui a un usage mais quasiment inexistant, est un lieu qui a servi à Émile Parfait-Simple. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, quand il était au Cameroun, c'est un lieu qui lui a servi à accueillir des enfants qui ont été enlevés et ces derniers étaient vidés de leur sang et de certains de leurs organes, de certains de certains de leurs organes, nuitamment,
Donc, on ne sait pas d'où venaient les enfants, mais en tout cas, les voitures arrivaient nuitamment et puis ces opérations se passaient dans le cadre de la clinique. Donc, l'information est venue des gens de la famille même de Simba, une partie de sa famille, dans le village, c'est arrivé chez la mère. Donc, en réalité, ce que la mère veut me dire, le premier jour, quand elle m'a vu, c'est de ça qu'elle veut me parler. Mais elle me l'a dit de manière comme je viens de vous dire. Mon fils est entré dans le sang, mon fils est entré dans les tueries, mais elle n'est pas allée au bout. Donc, c'est la dame donc, qui me révèle, il y a une semaine, le fin mot de l'histoire. Ouais, cette clinique, c'est un endroit où on venait assassiner les enfants qui étaient enlevés et où on récupérait les organes d'eux. Et plus loin, elle m'apprend que cette maman, donc madame Joséphine Tona, donc la maman de Sim, est morte avec un gros chagrin, parce qu'il se trouve que là où Sim habite, normalement à Douala, c'est dans un quartier qui s'appelle Yassa, c'est à l'entrée de la ville, juste après le stade de Japoma, quelque part là sur la droite. Il y a beaucoup de chiens. Effectivement, ces chiens sont là jusqu'à présent, c'est-à-dire des gros chiens, presque une douzaine de chiens. Donc la maman apparemment a habité aussi avec Sim dans la concession que Sim a construit, hein, le petit château qu'il a construit. Donc elle avait une dépendance qui n'était pas très loin de là où les chiens étaient affectés. Et la maman a dit à sa copine que elle voyait certaines viandes qui étaient servies aux chiens, parfois, et donc cette maman, elle est morte avec un choc dans son cœur et une fâcherie à l'endroit de son fils. Parce qu'elle portait ça et elle se confiait à cette dame qui m'appelle donc pour me donner ces informations. Donc ça, c'est il y a une semaine. Évidemment, j'ai fait un petit travail journalistique en recoupant des informations. Moi, je connais cette clinique parce que j'y étais pendant les obsèques de la mère. Nous étions au village, donc j'ai vu la clinique en question. Je suis même rentré dedans, je l'ai visité. Effectivement, j'avais trouvé un peu bizarre qu'un tel investissement soit là, qu'il ne soit pas opérationnel, qu'il ne soit pas utilisé, qu'il soit à l'abandon. Pourquoi on met beaucoup de milliards là? Pourquoi? Bon. Donc, j'ai recoupé les informations. Effectivement, il y a plusieurs sources concordantes, mais évidemment qu'on ne va pas exposer, hein, parce que ce combat, moi, j'ai décidé de me mettre en avant. Je m'en fous de ce qui va arriver. Vous savez, je suis pas un type qui recule, je suis pas un type qui a peur. Ça, c'est pas pour moi, je suis pas une gonzesse. Donc, je suis un homme. Et puis, j'ai le courage de mes idées. Quand je commence un combat, je vais jusqu'au bout. C'est pour ça que je pense que c'est pas une très bonne idée de s'attaquer à ma personne, parce que ne perdez pas de vue que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une réponse aux nombreuses attaques dont j'ai été victime de ces gens-là. Donc, si j'ai moi la capacité de me mettre en danger, je ne souhaite pas qu'un seul Camerounais perde un cheveu, ne serait-ce qu'un bout de peau, parce qu'il a aidé à la dénonciation du combat dans lequel je suis engagé. Donc ça, c'est mon affaire. Mes sources sont toujours protégées. J'ai 30 ans de métier de journalisme, vous n'avez jamais entendu mon nom mêlé à un scandale quelconque. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mis en place cette loi du off. Ce qu'on me dit, quelqu'un me disait, mais c'est ma mère qui dit ça souvent. C'est comme si on a posé une pierre tombale sur tes affaires, parce que je ne parle pas, je suis muet. Donc, je n'expose pas mes sources et je ne mets surtout pas mes sources en danger. Mais j'ai des informations et c'est à la suite des recoupages de certaines informations, donc ça vient de sources familiales, hein, que j'ai fait donc cette annonce vous invitant aujourd'hui à vous faire cette révélation. Donc, Émile Parfait Simb a construit une clinique dans un village qui s'appelle Bomabom. C'est dans l'arrondissement, je crois, de Makak. Oui, si, mais ouais, ça doit être Makak ou Matombe, un truc comme ça. Ouais, Matombe plutôt. C'est à 60 km de Yaoundé. Et ce lieu a servi à recueillir des enfants qui ont été enlevés, portés disparus, hein, disparaissent, et où les organes de ces enfants ont été prélevés, du sang notamment. Voilà. Ça, c'est l'information principale. Maintenant, il y a un autre aspect qui nous intéresse. Est-ce qu'un homme comme Simb, bien qu'il soit assis sur ce matelas financier, mais ne perdez jamais de vue que c'est un homme de paille, Simb. Hein, il a peut-être pensé une arnaque, mais il n'a pas la capacité de pouvoir
s'épanouir dans son arnaque au Cameroun s'il n'y a pas de parrain. On connaît comment le Cameroun fonctionne. Vous ne pouvez rien faire au Cameroun. Je vous dis bien rien. Et tout à l'heure, si vous le permettez, je vous donnerai quelques conseils pour ceux qui vont investir au Cameroun. Vous ne pouvez rien faire au Cameroun si vous n'avez pas l'adoubement des parrains quelque part. Même ceux qui ont des églises réveillées, que vous voyez, sachez qu'ils travaillent pour des donneurs d'ordre qui sont dans l'ombre. Ils sont là pour alimenter des égrégores. Et ces égrégores, vous voyez des milliers de gens qui viennent dans une église et qui répètent toute la soirée, oui, que le Seigneur protège notre tel, tant, et tout. Ils ne savent pas qu'ils sont en plein rituel sataniste et tout. Ils font des prières qui vont profiter à des gens. Donc il n'y a rien qui se fait au Cameroun sans qu'il y ait un parrain derrière. Donc Sim ne travaille pas pour lui tout seul. Il a peut-être eu une idée, mais cette idée n'aurait pas pu prospérer 2 secondes s'il n'y avait pas quelqu'un derrière. Et là, en l'occurrence, nous savons qui est cette personne. C'est Ferdinand Ngongor. Maintenant, Ferdinand Ngongor, pour ceux qui ne savent pas, hein, pour les nombreux étrangers qui vont voir cette communication, ou qui la regardent déjà, c'est le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. C'est quelqu'un qui est le backup de Émile Parfait Sim, donc ce criminel. Ils l'ont porté, hein, parce que lui, en revanche, il les a aidés à faire pas mal de blanchiment d'argent, à monter certaines opérations, d'où la possibilité de le faire fuir du Cameroun au plus fort des problèmes. Donc, est-ce que dans cette opération, Sim travaille pour lui tout seul? Voilà au niveau de questionnement où je suis. Mais il y a un truc qui m'a frappé. Dès le moment où on nous a sorti un Martin Savome du chapeau, dans l'affaire Martinez-Ogo. En passant, je ne perdais pas de vue que quand Martinez-Ogo est mort, en tout cas quand son corps a été découvert, je crois le 22 janvier, je vous ai dit que la première personne qui m'a appelé, parce que j'avais fait une vidéo de condamnation de ce crime odieux, la première personne que j'ai eue au téléphone, c'était Sim. Et j'ai encore un audio de cette conversation. L'audio, pourquoi? Parce qu'on a causé au téléphone, et puis au moment donné, on a été coupé, il m'a envoyé un audio. Il est la première personne qui m'a dit à l'époque que ce crime est commandité depuis le palais de la République. Et il m'a dit ces phrases-ci: Martinez n'avait pas à se mêler des choses qui ne le concernent pas. Pourquoi il va parler des lignes 94? En quoi ça le concerne? Et tout et tout. Un mec comme ça, on devrait normalement fouetter son cadavre et tout, parce que voilà, c'est lui-même qui a cherché sa mort, c'est lui-même qui l'a acheté, et de toute façon, sa mort vient du palais. Donc le 23 janvier, Émile Parfait Sim me faisait déjà ces révélations. C'est pour ça que je vous disais que dans le cadre de l'enquête qui est aujourd'hui en train d'être menée sur la mort de Sim, j'ai pas trop l'impression qu'on a des gens qui cherchent à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Parce que rien qu'avec cette information, qui est documentée par un audio, mais aujourd'hui on aurait matière à interroger Sim. Mais comment se fait-il que toi tu en étais déjà à cette conclusion le jour de... Sachant que Sim lui-même a mis des contrats sur la tête de certains influenceurs. Et ce n'est pas de simples accusations, elles peuvent être prouvées. Bon, alors, donc, on récapitule, Sim a cette clinique où des enfants enlevés sont prélevés d'organes, donc des corps bien entendu disparus. Il y a sa maman qui m'a appelé à peine j'arrivais au Cameroun pour me parler, pour me dire mon fils est entré dans les tueries, mon fils est entré dans le sang, je ne suis pas content mais je ne parviens pas à lui parler parce qu'il est devenu colérique. Toutes les fois que je veux parler, il a tendance à gronder, à s'emporter. Donc, ce jour, je n'étais pas seul avec la maman, j'étais avec une autre dame. Et cette dame, donc c'est dans le cadre privé de cette dame qu'on a fait cette rencontre. Cette dame m'appelle il y a une semaine pour me dire que, voilà, j'ai des révélations à te faire dans le sens de ce que tu es en train de faire comme travail. Voilà, la mère. Il y a la clinique Odette Liepli-Mal avec des enfants qui ont été tués et prélevés de leurs organes. C'est Émile Parfait Sim qui contrôlait le truc. Sa maman est morte avec un gros chagrin parce qu'elle n'a pas toléré d'apprendre ça. L'information vient du village. Moi, je recoupe l'information de certaines personnes et puis l'information est confirmée. On évoque même les chiens dans la maison d'Émile Parfait Sim à Yassa comme ayant été nourris à une époque par la viande
enfin, la viande, pardon pour la mémoire de ces enfants morts, par les restes de corps de ces enfants-là. Donc, maintenant, quand je dis qu'il n'a pas la capacité d'agir tout seul, dans un pays comme le Cameroun, il faut un parrain. Je fais un lien avec l'opération avec Martin Savon. Pourquoi je fais ce lien? Je n'ai pas de problème avec lui, j'essaie juste de m'interroger. C'est-à-dire que là, maintenant, on est au niveau de quelles sont les complicités au niveau étatique. Est-ce que c'est la même pieuvre? Donc, Ferdinand Ngongor, le parrain, il était mêlé à cette affaire. J'observe que j'ai entendu parler de Martin Savon il n'y a pas très longtemps, comme quelqu'un qui était impliqué dans la disparition de personnes faisant du trafic humain. Ça a été dit et redit plusieurs fois dans la presse, je crois que vous avez dû lire ça sur Internet et tout, dans la presse. Et je me dis, ben, alors, Martin Savon est rattaché à Ferdinand Ngongor, qui lui-même est le parrain d'Émile Parfait-Simbe, qui, lui, Parfait-Simbe, est dans cette affaire via sa clinique des d'enfants portés disparus. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à établir? Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Pour l'instant, je ne peux pas le prouver, mais je suis en train de réfléchir. Et le village étant à 60 km de Yaoundé, Bom-Mabom, donc là il y a la fameuse clinique dans la forêt, étant à 60 km de Yaoundé, il est bien possible que pour certains cas d'enlèvement qui ont eu lieu, eh bien, ce soit l'endroit où les opérations allaient se faire de manière nocturne. Je ne peux pas regarder une information comme ça. Ça a vraiment... Peu importe ce que ça peut produire, je ne peux pas garder une information comme ça. Vous vous rendez compte, une femme garde un enfant pendant 9 mois, et puis un jour, parce qu'elle est un tout petit peu distraite, son enfant est jeté violemment dans une voiture vitre éteintée, et elle ne le reverra plus jamais, sans possibilité de faire le deuil, parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à l'enfant. Et nous ne parlons pas de choses qui sont fantasmées, c'est des choses qui existent au Cameroun. Est-ce que ceux qui regardent ce direct n'ont pas au moins un cas qu'ils connaissent d'enfant qui est porté disparu quelque part? On a ça tous les jours. C'est peut-être les coupables qu'on n'a pas. Bon, aujourd'hui, eh ben, nous avons une information probante qui met Parfait-Simbe dans ce réseau de personnes. Et je comprends mieux beaucoup de choses. Parce que, au moment donné, il a quand même fallu se poser les bonnes questions. Ok, Simba a escroqué de l'argent, c'est une affaire d'argent. Mais pourquoi jouit-il de toutes ces protections? Pourquoi sont-ils allés jusqu'au point, je vous dis, si vous voyez la machine qui a été mise en place pour faire sortir Simba du pays, du Cameroun, vous n'en reviendrez pas. Il y a des ministres qui n'ont pas pu bénéficier de ça, dans ce même Cameroun. Mais Simba, lui, il a bénéficié de ça. Est-ce que c'est juste une histoire d'argent? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus grave derrière? Donc, il fallait qu'il parte pour qu'on ne sait jamais, quand on met la main sur lui, ça peut ouvrir la boîte à Pandore et arriver sur d'autres choses. Moi, je suis persuadé qu'il faut réfléchir dans ce sens-là. Il faut réfléchir dans ce sens. Donc ça, c'est le message que je souhaitais vous passer aujourd'hui. Qu'il faut bien retenir, Émile Parfait-Simbe a financé une clinique, Odette Liapliman, qui ne sert à rien. C'est dans la forêt de Bom-Mabom, 60 km de Yaoundé. Il y a eu des opérations là-bas avec des enfants portés disparus. Donc aujourd'hui, nous avons une filière qui peut être suivie. Mais ne vous en faites pas. Je ne fais pas cette dénonciation dans l'idée que du jour au lendemain, notre pays va redevenir un pays de droit et qu'il y aura des enquêtes qui vont être ouvertes. On sait que ça ne se fera pas. Nous le savons très bien. Je le fais pour que tout ça soit documenté. Parce que, de toutes les façons, est-ce que vous pensez qu'on sera dans un régime d'impunité éternellement? Non. À un moment donné, les comptes vont être rendus. Vous savez, c'est quoi le problème de notre gouvernance actuelle au Cameroun? Moi, je vais vous dire c'est quoi leur problème. Le problème de notre gouvernance au Cameroun, c'est qu'ils n'ont jamais expérimenté la perte de pouvoir. C'est-à-dire que quand vous n'avez jamais perdu le pouvoir, eh bien, vous ne pouvez pas gérer comme celui qui a déjà perdu le pouvoir, donc qui sait ce que c'est. Moi, j'ai été à tu à toi avec des gens qui étaient présidents, qui ont perdu le pouvoir sous mes yeux. Je sais ce que c'est. Passer du palais à rien. Passer d'un ministère à rien du tout, je sais ce que c'est. Donc, de toutes les façons, il y aura une reddition des comptes à un moment donné. Il ne faut pas croire que aujourd'hui vous avez des gens qui sont forts, ça va rester comme ça. Regardez, j'ai vu cette semaine une vidéo d'Ousmane Sonko
s'adressant à des gendarmes qui l'ont violenté, hein, en leur disant, vous savez, on va se retrouver un jour dans cette Russie, les données vont changer. Cette vidéo date de moins d'1 an. Ces gendarmes étaient à des années-lumière d'imaginer que, à l'heure où on parle, que le président de la République, en tout cas, sortirait du giron de ce monsieur qu'ils étaient en train de chiffonner. Donc, je voudrais que les uns et les autres sachent que moi, je ne fais pas ça parce que j'attends une justice là, étant donné que le système est vicié. Et un système vicié ne peut rien produire de bon. Vraiment, il faut être un doux rêveur pour se dire « Ouais, vraiment, je vais dénoncer là, demain il va avoir... » Non, rien ne va se passer. Par contre, la justice se fera. Et je vous le dis, parce qu'il fera beau au Cameroun, bientôt. Et quand il va faire beau, tous ces gens rendront des comptes. Simb a pris les papiers russes. Vous pensez que les Russes seront enchantés de savoir qu'ils ont offert leur exil à quelqu'un, leur asile, hein, à quelqu'un qui, en plus d'avoir endeuillé des familles, est dans de telles activités criminelles? Non, le jour où ils auront un gouvernement sérieux en face d'eux, pour être sûr que les extraditions se feront très rapidement. Sachant quel est le rapport de la Russie avec tout ce qui tourne autour des bébés et tout. L'une des causes de la guerre aujourd'hui en Ukraine, d'ailleurs, c'est ça. Hein, puisque c'est un laboratoire d'eugénisme où on fait du trafic avec les embryons souches et tout. Toute une partie de cette guerre est liée à ça. Donc, le moment venu, parce que ce moment va venir, et il n'est pas très loin. Quand le moment viendra, de toutes les façons, tous les comptes vont être réglés. Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin à ces activités vont devoir rendre gorge. Nous, aujourd'hui, nous faisons quoi? Nous faisons ce qu'on appelle la documentation. C'est pour ça que je vous dis, moi, quand je communique, je n'ai pas besoin que vous soyez 5000. Moi, j'ai besoin d'avoir sur support fichier un élément où, telle date, on a dit telle chose, c'est là, donc, conservé quelque part. Telle autre date, on a dit telle chose, c'est là. Le moment venu, c'est avec ça qu'on ouvrira le dossier des uns et des autres. Et tout, parce que si on garde tout dans la tête sans recracher, eh ben, il y a des chances qu'on oublie des éléments, qu'on oublie des détails. Donc, voilà. Nous, la mission que nous faisons est une mission de salubrité publique, mais l'objectif n'est pas d'attendre que ces gens-ci, qui sont là aujourd'hui au pouvoir, fassent quoi que ce soit. Ils feront rien. Ils veulent pas. Hein? C'est un pouvoir sataniste, celui qui gouverne le Cameroun aujourd'hui, qui se complaît dans la souffrance des autres Camerounais. C'est-à-dire qu'à la limite, ces gens-là, ils jouissent de voir les Camerounais souffrir. Ouais, ils jouissent de voir les Camerounais en souffrance. Donc même quand on prend un bébé comme ça, il y a d'autres affaires même encore plus graves qui nous ont été révélées, mais à l'époque, on aurait pu penser au fantasme. Des gens qui prenaient du plaisir, des enfants enlevés, qu'on jetait dans une rivière du Cameroun et tout, et puis filmés avec des appareils photo. Donc pendant qu'ils sont en train d'être engloutis par les eaux, l'énergie, l'instinct de survie qu'ils émettent, et donc ils captaient cet instinct de survie-là pour se nourrir spirituellement de cette énergie. Donc il y a beaucoup de choses. Pour l'instant, le cas Simb, c'est le cas qui nous intéresse. On ne peut pas construire un État sataniste. C'est impossible. Donc tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin devront rendre gorge. D'accord? Si Ferdi, s'il est établi, parce qu'aujourd'hui je parle au conditionnel, le concernant, parce que je n'ai pas d'éléments probants, mais je trouve qu'il y a beaucoup de concordances troublantes. Simb est son protégé. Il a cette clinique. D'abord, comment il a obtenu un agrément pour faire cette clinique? Ça aussi, il y a des choses à dire. J'ai eu pas mal d'informations qui sont arrivées cette semaine-là, venant du ministère de la Santé, les deals qui ont été faits, on en parlera en temps opportun et tout. Mais à quoi sert cet investissement là-bas, si ce n'est à ça? Est-ce qu'il travaille pour lui tout seul? Je ne crois pas. Et tout. Donc il travaille certainement pour des gens, mais pour l'instant, ce n'est pas probable. Ce qui est établi, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Bon, alors je vous disais à l'instant que il est difficile de faire quoi que ce soit au Cameroun et de connaître un succès si vous n'êtes pas adoubé par un système, si vous n'avez pas un parrain de l'ombre. Ce n'est pas des simples paroles en l'air. Alors, vous savez comment on casse les dynamiques impulsées par certains membres de la diaspora? Parfois, ils partent d'ici pleins de bonnes intentions. Bon, je vais aider mon pays. Ils vont faire ce que les Américains appellent le giving back.
Donc, on rend un tout petit peu à son pays ce qu'il nous a donné. Et ils vont en Afrique investir. Ils ne savent pas que dès que vous mettez le pied au Cameroun, s'il y a un truc qui fonctionne au Cameroun, c'est le renseignement. Et que vous êtes identifié comme porteur d'un projet quelconque et tout, puisque vous n'appartenez pas au système, vous n'avez pas un parrain derrière qui vous a compromis, qui a peut-être mis votre vie sur un échiquier en contrepartie de quelques petits avantages passagers, parce que toute notre jeunesse que vous voyez qui meurt tous les jours, ouais, un tel est mort, vous pensez quoi? Que c'est des simples morts? Non, ça ne se passe pas comme ça, les gars. Le Cameroun, c'est autre chose. Donc, quand vous arrivez avec un projet comme celui-là, vous irez dans un ministère parce qu'il vous faut un agrément, ou je sais pas moi, dans un service quelconque. Aussitôt, vous êtes identifié. Qui est derrière lui? À partir du moment où on ne peut pas répondre à cette question, à partir du moment où on ne le connaît pas. Parce que le on ne connaît pas du Cameroun, ce n'est pas le même on ne connaît pas de partout ailleurs. On ne le connaît pas du Cameroun veut dire il n'est pas avec nous dans nos affaires. Donc, à partir de ce moment, votre arrêt de mort est signé. On va vous faire tourner. Non, allez là-bas, on vous prend de l'argent, puisqu'on connaît votre capacité. Si vous avez mis l'argent dans les banques, les services ont toute l'information des banques. Il a mis 100 millions, d'accord, on va lui pensionner les 100 millions avec lesquels il est venu. Allez voir tel directeur de cabinet. Non, mais le ministre va vous signer le truc. Donnez-moi déjà 10 millions pour l'équipe et tout, vous donnez 10 millions. Après, non, le ministre lui-même, il faut qu'il mange, vous donnez 20 millions. Vous ne savez pas que vous êtes dans un schéma. Les gars connaissent toute votre capacité et l'idée, c'est quoi? Il faut vous assécher au point où, à la fin, vous allez vous retrouver, vous êtes venu à 100 millions comme capital d'une affaire et vous n'avez plus rien. Et donc, vous virez à quoi? Vous virez à l'aigreur et vous reprenez votre avion. Rentrez dans votre pays de résidence. Avec quoi comme message? Avec un message de défaitiste, avec un message de haine à l'endroit du Cameroun. Et eux, ils ont réussi leur opération. Parce que l'opération, c'est qu'il faut décourager toute initiative qui n'est pas adoubée par ces cercles-là, que ces cercles assez bizarres. Donc, vous devez savoir que rien ne se fait au Cameroun. Je vous le dis bien, rien ne se fait au Cameroun si derrière, il n'y a pas un parrain. Même les choses les plus anonymes, même ceux qui réussissent à faire. Vous arrivez, allez, mettons, vous voulez investir dans la pisciculture. Vous créez des lacs ou des étangs, des trucs comme ça, où vous faites du poisson. Dès que votre activité se développe à un certain niveau, vous ne savez pas qu'il y a un système de veille hyper performant au Cameroun. C'est les chefs du village, c'est des petits gars à la con qui sont là, et c'est eux qui remontent des renseignements. Ah oui, son affaire en train de marcher, son champ de cacao, son machin est en train de bien donner, les étangs, là, le poisson arrive. Les mecs vous empoisonnent vos étangs dans la nuit. Vous revenez un matin, vous trouvez que tous les poissons sont en l'air, morts. Et donc, c'est perte sèche. Si vous avez pris un crédit pour faire ça, comptant sur la production, pour générer de la rentabilité, rembourser une part du crédit, faire des bénéfices, vous êtes complètement coulé. Combien de gens sont ainsi liquidés tous les jours sans qu'ils se rendent compte qu'ils ont face à eux une organisation, quelque chose qui est organisé? Ils sont tellement nombreux, des gens qui sont victimes de ça. Et c'est important pour les diasporas de savoir, parce que je les vois parfois avec enthousiasme essayer de faire des choses et tout. Vous voyez, moi je vous prends un exemple. Je suis allé dans le cadre d'un projet privé, la chaîne de télévision. Si je vous raconte les choses dont on a été victime là-bas, je me suis retrouvé un jour avec des gens qui m'appellent, non, la chaîne n'émet plus à tel endroit. Et puis je vais rencontrer les patrons qui gèrent les réseaux dans ces endroits. Et puis un m'a montré un jour. Il me dit, bon, écoute grand frère, je ne peux pas continuer à te mentir. C'est que j'ai reçu des pressions de la présidence pour enlever la chaîne, votre chaîne du bouquet. Il m'a montré des messages. Et tout. Des personnalités de haut niveau, au plus haut niveau, des personnalités insoupçonnables. Donc vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait quelque chose de grave. C'est juste que bon, voilà, c'est un gars de la diaspora, il n'est pas aligné, il n'est pas dans nos trucs et tout. Il ne mange pas la nuit avec nous, donc comme il ne mange pas la nuit avec nous, il est hors de question qu'il réussisse. Donc on est vraiment dans le règne des ténèbres dans notre pays. Il faut en avoir conscience. Tous ceux qui veulent faire des choses là-bas au Cameroun aujourd'hui doivent intégrer dans leur esprit que si vous n'êtes pas dans certains réseaux, vous ne pouvez jamais réussir à faire quoi que ce soit au Cameroun. Quand vous allez même faire et que ça va essayer de marcher un tout petit peu, vous serez détruit. Parfois, j'ai vu un célèbre
sportif camerounais qui a essayé d'investir. Moi, je voyais ça à distance, je rigolais, parce que je savais comment ça finirait. Quand on ne vous infiltre pas l'entreprise en amenant des gens à l'intérieur qui vont venir détruire le projet de l'intérieur, pas des intrigues. Mais il y a tellement de choses dans notre pays qui font que vous ne pouvez pas avoir des élites parfaitissimes qui émergent s'ils ne sont pas baqués derrière par des forces puissances. C'est pour ça que je vous disais, sur la question de la justice, oubliez, on aura le temps de faire la justice. Parce que tous ces gens que vous voyez là aujourd'hui, ils sont impressionnants. Parce qu'ils ont une Prado, ils ont un garde du corps. Quand ils sortent, tout le monde est au garde à vous. Mais dès qu'on leur enlève ça, ils sont rien. Moi, je vous dis, j'ai été à toi. J'ai connu Kadhafi, j'ai connu Laurent Gbagbo, j'ai connu Jacob Zuma. Et je ne sais pas qui d'autre je peux vous citer. Qui ont été dans la gouvernance, qui n'ont plus été là. J'ai connu Bozizé. Ils sont nombreux. Donc, je sais ce que c'est la différence entre on est aux affaires maintenant et puis bon, maintenant on n'est plus aux affaires, on n'est plus à rien. Vous savez, je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote. C'est le président Bokassa, donc président de la Centrafrique. Quand ça a commencé à cuire, pour parler comme chez nous, quand la lecture de l'heure est arrivée, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il va rencontrer Kadhafi à Tripoli. Et pendant qu'il est en train de rencontrer Kadhafi, parce qu'il avait besoin d'être aidé pour le paiement des salaires, au moment où il est à Tripoli, il y a ce qu'on appelle l'opération Barracuda qui commence à Bangui. Ça veut dire que la France, de Giscard d'Estaing, qui considère que Bokassa en sait trop, décide de le débarquer du pouvoir. Donc l'opération de coup d'État commence pendant qu'il est à Tripoli. Et donc, il demande à Kadhafi de l'aider. Kadhafi, ils avaient rendez-vous, Kadhafi et lui, dans l'après-midi, mais le rendez-vous a été annulé. Kadhafi ne l'a plus reçu. Et Kadhafi envoie son directeur de cabinet qui lui dit, bon voilà, le patron m'a dit que bon, la seule aide qu'il peut t'apporter, il te trouve 500 soldats et tu vas te battre. Et Bokassa de lui répondre, non, je ne peux pas affronter l'armée française, je suis un produit de l'armée française, et tout et tout. Kadhafi lui dit, bon ok, fin de non-recevoir. Il n'est plus le bienvenu puisqu'il n'est plus le chef d'État. Ils prennent l'avion, dans son avion privé qui doit le ramener donc à Bangui. Ils sont là, l'avion tourne. Au bout d'un moment, je ne sais pas qui vient lui souffler que non, l'avion en réalité n'est pas en train d'aller à Bangui. L'avion est en train d'aller dans une direction opposée à celle de Bangui. Il se lève de son fauteuil où il était assis dans l'avion, il va dans le cockpit et il dit au pilote, on m'a rapporté que vous n'avez pas mis le cap sur Bangui, je vous ordonne de mettre le cap sur Bangui. Et le pilote, en blanc, se retourne et lui dit, vous n'êtes plus rien, donc vous ne pouvez plus rien me dire, vous n'êtes plus rien. Et voilà comment cet avion atterrit ici au Bourget. Tout l'avion a été vidé, lui, Bokassa, est resté seul dans l'avion, maintenu pendant 2 jours, pendant 3 nuits, 3 jours, 3 nuits. Là, humiliation suprême. Donc, pour vous dire quoi, c'est des choses réelles que je vous raconte, pour vous dire que tout ce que vous voyez là, c'est du folklore. Ça va s'arrêter. Ne désespérez pas. Moi, ce qui me fait désespérer aujourd'hui, c'est l'après. Qu'est-ce qu'on fera après? Avec qui? Parce que la problématique, c'est ça aujourd'hui. C'est qui les hommes sur lesquels on va s'appuyer pour la refondation? Si c'est cette jeunesse corrompue qui, pour 100 francs ou 2000 francs CFA, est prête à trahir, à faire tuer père et mère, c'est très inquiétant. Et vraiment, ce sera la plus grosse honte si, pour succéder à ce régime destructeur, on mettait des gens qui venaient faire pire qu'eux, ou alors moins bien qu'eux. Donc moi, c'est ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est pas vraiment ces gens-là, ils vont partir, qu'ils le veuillent ou pas, c'est-à-dire de gré ou de force. Moi, je vous le dis depuis plusieurs mois, je ne suis pas du tout dans les schémas de « oui, on va faire des élections et tout ». Ça ne se passera pas comme ça. Pourquoi? Parce que les élections, on sait ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas gagner cette machine-là, qui est une machine, comme je vous l'ai dit, qui est sataniste, qui n'hésitera pas à tuer des gens et tout. Donc, quand il y a de la terreur, ben, il faut équilibrer cette terreur. C'est le seul langage qui peut passer. Comprenez? Donc, voilà. L'enjeu aujourd'hui n'est pas
ceux qui sont là, parce que pour moi c'est finissant tout ça, l'enjeu c'est après. Qu'est-ce qu'on fait après? Bon, il y a des messages qui arrivent. L'heure et le temps du président consolateur a sonné, 40 ans c'est le chiffre de la traversée du désert, comme le peuple d'Israël a fait 40 ans. Oui, effectivement, a fait 40 ans. Donc voilà, je crois que pour l'essentiel de ce qu'il y avait à dire, c'est ça, l'information est là, on ne va pas tirer de long en large. L'information principale, c'est celle que je vous ai donnée en tout début. Cogitez-la, mettez-la dans la tête, mais ne dépensez pas votre énergie à vous. Ces révélations nous dévoilent l'état actuel du Cameroun. Nous pouvons en déduire qu'il devient très impossible de prétendre réussir honnêtement dans ce Cameroun actuel. Alors les choses doivent changer. Voilà pourquoi nous recommandons à tout Camerounais de se mettre dans le train pour un changement en 2025. S'inscrire sur les listes électorales ne sera pas suffisant. Il faut penser à mener des actions personnelles de dénonciation massive pour espérer un changement immédiat et efficace. Merci d'avoir suivi cette vidéo.